Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans notre podcast Axe Open. Bon, soyons honnêtes, au vu de la thématique du jour, on pourrait croire qu'on va faire le podcast le moins fun de l'histoire. Mais je vous promets, on va tout faire pour rendre le sujet plutôt sexy et vous faire passer un bon moment. Sexy, c'est peut-être pas le mot quand même. Non, mais écoute, c'est le premier mais qui... fun. Moins funky, moi. Alors, on va pas se le cacher, dans l'IT, tout le monde est plus à l'aise avec la réalisation des projets plutôt qu'avec la réalisation des contrats. En fait, la phase contractuelle, c'est toujours la partie qu'on redoute un petit peu en avant-projet, parce que déjà, ça prend des plombes à mettre en place. Ça peut parfois bloquer les projets et ça crée pas de valeur immédiate. Et pourtant, c'est hyper important de s'intéresser au sujet. C'est pourquoi on le fait aujourd'hui. Donc, l'idée du jour, c'est de voir ensemble pour quel type de cas vaut mieux faire un contrat, ce qu'il faut absolument mettre dedans pour vous protéger et surtout, c'est très important, vous permettre d'être libre. Et on évoquera aussi ce pourquoi un contrat ne vous protégera pas. Autour de la table, on a une invitée toute spéciale que je vais présenter en premier aujourd'hui, qui est Anne-Julie, qui est une avocate spécialisée en droit des contrats. Bonjour Anne-Julie. Bonjour, merci de m'avoir invitée. On est très content que tu sois là aujourd'hui pour nous éclairer sur le sujet. On a aussi, comme d'hab, la Dream Team, Philippe, le Java Man aigri. Hello. On a Greg, le grand sage. Salut. Et Freddy, les griffes de la nuit. Je m'y ferai pas. Elle assume pas du tout le surnom. C'est terrible. Montage à venir. Et dans cet épisode, donc, vous aurez la rubrique spéciale L'Instant Doudou qui nous sera présentée par Anne-Julie, qui nous partagera un petit souvenir dans l'IT. Et j'en profite pour faire un message sponsorisé par nous-mêmes. En ce moment, on recrute un chef de projet donc à Lyon pour nous aider dans nos projets. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on vous mettra le lien en description. N'hésitez pas en tout cas à partager. On démarre. Anne-Julie, je vais te laisser poser les bases pour nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est un contrat dans les grandes lignes, de quoi on parle. On va poser les bases. Simple, classique. Oui, alors je vais vous dire ce qu'est un contrat, donc forcément je vais être un petit peu théorique, j'espère que je le serai moins dans le reste du podcast, mais un contrat c'est une définition juridique, c'est la rencontre de volonté en fait. On appelle ça un accord de volonté parce que c'est une offre émise par une personne qui a envie de s'engager, qui va être acceptée par une autre qui est d'accord de s'engager, et le contrat en fait va nous dire où est-ce que les parties se sont rencontrées, se sont mises d'accord pour ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, ça peut être donner, c'est-à-dire vendre un objet, ça peut être réaliser une prestation, et ça peut être aussi un engagement de ne pas faire, par exemple un accord de confidentialité. Voilà ce qu'est un contrat. Peut-être ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'un contrat, c'est pas forcément écrit, c'est-à-dire souvent quand on pense contrat, on pense au document. Un contrat, ça peut être vraiment, ça peut être verbal, alors c'est évidemment pas recommandé, mais ça peut être aussi un ensemble de documents, c'est-à-dire les devis, les mails, etc. Et je pense qu'on va discuter après de ce pourquoi c'est quand même bien mieux d'avoir un document qui vient définir tout ce qu'il y a à définir et toutes les conditions de la relation. Pour préciser peut-être un petit peu de quel contrat on parle aujourd'hui et pour quel type de prestation, je vais te lancer Philippe, mais on va s'intéresser à l'informatique bien évidemment. Oui, les contrats dont on va parler aujourd'hui, c'est des contrats qui concernent les prestations de services au sens large, que ça soit le développement, la maintenance, tout ce qui tourne autour du cycle de vie des projets. Alors, première question, est-ce qu'il y a toujours eu des contrats en IT ? Est-ce qu'il y a une propulsion un peu plus émergente maintenant ? Vous n'aurez peut-être pas le même avis d'ailleurs sur la question. Oui, non, alors moi je vais avoir un avis un peu partagé. Il y a toujours eu des contrats, c'est sûr. C'est la base de toute relation commerciale, mais il y avait les contrats, les gros contrats, ils étaient plutôt faits dans les grosses entreprises, entre grosses entreprises. Et moi, je trouve l'évolution qu'il y a depuis une vingtaine d'années, c'est qu'avant, dans les petites entreprises et les PME, les contrats ressemblaient plus à on se tape dans la main et on y va, sur la base d'un devis ou d'un email ou d'un espèce de cadre un peu informel. Et depuis une quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais pas si Grégory tu seras d'accord, on trouve la même difficulté de juridification pour des, je ne sais pas si ça se dit, je l'invente, pour des petites prestations et des petites PME qu'on n'avait pas avant, quoi. C'est-à-dire l'exemple typique, c'est que maintenant, la moindre personne à qui vous parlez, vous envoie un NDA qui fait 20 pages,
Et après, vous allez travailler avec lui et il vous fait un contrat qui fait 50 pages, alors que la boîte, ils sont 3 personnes, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que moi, je trouve un petit peu nouveau là-dedans. Je pense que ce qui est nouveau, c'est la contractualisation systématique. Effectivement, tu parlais du NDA. Maintenant, tout le monde nous envoie un NDA. Alors, il peut faire 2 pages ou 20 pages. Je ne sais pas trop ce qu'il couvre sur 20 pages, le NDA. Mais ça, c'est toujours hyper actuel. Après, selon la taille des entreprises avec lesquelles on travaille, effectivement, la taille du contrat, elle est exponentielle, quoi. Ouais. C'est-à-dire, quand on travaille avec, je sais pas, un service public, par exemple, on va avoir des contrats qui vont faire 80 pages. Avec la petite entreprise du coin de 10 personnes, ça va être assez limité. Et je me vois personnellement mal envoyer un contrat à une entreprise de 3 personnes qui fait 80 pages. Je pense qu'ils vont se dire, bon, on va se faire avoir dans l'histoire parce que là, on ne sait pas ce qu'on signe, quoi, et on est incapable de le comprendre. Et puis, je pense aussi qu'il y a la réglementation qui a rattrapé toutes les entreprises. C'est-à-dire que depuis 2018, RGPD est arrivé. Et donc, je pense que même des PME qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas soumises à l'aspect, on va dire, juridique des choses, aujourd'hui, ils doivent faire signer cette clause RGPD à leur prestat informatique et donc contrat. Julie, tu partages tout ça, ouais? Oui, ce que je pense, c'est que en fait, la contractualisation, ça va avec le développement d'un secteur. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'au début, quand c'est nouveau, souvent, en fait, le domaine existe avant la réglementation qui va avec, forcément. Et donc, en fait, dès qu'un domaine, un secteur prend de l'importance, on voit que les contrats prennent aussi plus d'importance parce qu'il y a plus de projets, plus de personnes concernées et donc aussi plus de litiges. Et une des raisons pour lesquelles, évidemment, on vous invite à faire un contrat, c'est quand même, normalement, d'éviter des discussions, d'éviter des litiges et notamment des procédures. Et les procédures, on a aussi cette expérience aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant. Aujourd'hui, on a des délais de procédure qui font que ça ne peut pas être une solution pour une entreprise que d'aller en procédure résoudre un conflit. Donc, il faut, en fait... prévenir ça, il faut anticiper, et donc le contrat est censé servir à ça, en fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un recul sur le fait que les contrats en informatique, est-ce que ça va beaucoup au tribunal, finalement? Ou est-ce que c'est plutôt de la précaution que... En fait, ça va quand même beaucoup. Oui, c'est quand même un des secteurs qu'on voit beaucoup aller au tribunal, parce qu'en fait, c'est quand même très, très difficile de définir la prestation au départ. Et donc, on a beau avoir même justement quand vous avez fait un contrat, vous avez fait un cahier des charges, en fait, il faudrait aller dans un tel degré de précision que forcément, ça peut poser des difficultés. Après, il y a aussi le mode du contrat qui est choisi, où en fait, et pour le coup, que ce soit en forfait, en régie, agile, etc., on a autant des procédures partout. Et dans votre domaine, ce qu'il y a de particulier, c'est que souvent en procédure, il va falloir un moment faire une expertise parce que ça va être très compliqué de juste argumenter sur la base d'un contrat et des pièces échangées. Et une expertise, ça vient encore rallonger la procédure, vraiment de très longtemps, parce que c'est long une expertise. Voilà, les experts, le temps qu'ils mettent en place expertise, etc. Et en plus, ça a un coût supplémentaire. Donc, dans votre domaine, c'est vrai que on a il y a beaucoup de litiges qui sont devant les tribunaux. Et en plus, ce sont des litiges qui sont longs et coûteux. Pour la bonne nouvelle. Moi, le ressenti terrain, mais c'est pas significatif parce qu'on est une petite entreprise, c'est que j'ai vu beaucoup de menaces de procès où en fait, très rapidement, les deux parties s'accordent à dire qu'en fait, ça sera du hasard parce que c'est trop compliqué, ça va être trop long. Et du coup, on se met toujours d'accord d'un commun accord sur quelque chose, quoi. Oui, je pense que dans votre domaine, vous avez peut-être plus la culture qui est en train de se développer ailleurs, de la conciliation, de la médiation, et qui est vraiment indispensable, qu'on recommande aujourd'hui tous dans la profession. Et vous avez effectivement plus cette culture, parce que déjà, effectivement, je pense que vous savez que le sujet est compliqué et que ça va être compliqué de l'expliquer à des juges qui ne sont pas spécialistes et qui vont devoir décider sur la base d'éléments qu'ils ne comprennent pas. Puis très vite, un juge n'a pas le temps de regarder en profondeur tout ce qui a été fait. Donc c'est vrai qu'on voit que vous avez plus cette culture et c'est une bonne chose. Mais et ça va venir avec ça, c'est que depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, nous, on a repris l'idée, c'est de mettre un cabinet de conciliation dans les contrats. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que du coup, ça évite tout de suite d'aller escalader. Un temps de conciliation, oui, tout à fait. C'est recommandé. Aujourd'hui, on est même censé, il y a un texte qui le dit, on est censé avoir une phase de conciliation avant d'aller au tribunal. Simplement, il n'y a pas de sanction qui existe, en tout cas qui existait jusque-là, si on ne le faisait pas.
Donc, en fait, la sanction qu'on a, c'est de mettre une clause dans le contrat. Et quand on prévoit bien la clause en disant il faut essayer de concilier dans un tel délai et donner un point de départ, on va dire, si la clause est assez bien définie, en fait, ça oblige. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette clause dans le contrat, si on engage une action sans l'avoir respectée, l'action tombe. Il faut faire cette phase. Donc, c'est très intéressant de mettre ça dans les contrats. Du coup, effectivement, sur les contrats, on a tendance à penser que c'est une pièce qui va nous permettre de justifier au tribunal et pas avant. Et j'ai l'impression que de plus en plus, alors c'était peut-être déjà comme ça avant, c'est quelque chose qui va justement tout faire pour éviter qu'on y aille et tout faire pour cadrer ce qu'il y a avant et éviter d'aller au jugement, quoi. C'est exactement ça, parce que moi, je pense que souvent, on voit le contrat, et c'est même d'ailleurs un peu, entre guillemets, vendu comme ça, le fait de dire s'il y a un litige, au moment où vous ne serez pas d'accord, oui, vous êtes d'accord, mais au moment où il faudra le contrat. Moi, je pense que c'est plus que ça, un contrat, c'est plus intéressant que ça. En fait, ça permet, en forçant à mettre par écrit les choses, de se poser des questions qu'on ne se pose pas. Et souvent, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est en contentieux, ce qu'on voit en avocat du contentieux, c'est qu'en fait, chacune des parties pense sincèrement être de bonne foi et être dans son bon droit et avoir raison. On n'a pas affaire à une personne de mauvaise foi, un voyou, et puis l'autre de bonne foi. Rare, C'est très rare. Vraiment, il y a vraiment juste deux points de vue qui sont inconciliables. Et en fait, ce qu'on croit au départ être, quand on est d'accord, on pense qu'on s'est tout à fait bien mis d'accord, mais en fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on n'a pas pensé à la même chose, on n'a pas vu la même chose. Et en mettant les choses par écrit, ça force à dire « Ah, oui, d'accord, c'était ça, quand vous aviez ça en tête, c'était un engagement comme ça, c'était cette chose-là. » Et donc, ça permet tout de suite de clarifier les choses. Parce qu'après, c'est sûr que c'est trop tard. Une fois que c'est lancé, les prix négociés, etc. Et effectivement, c'est vrai que dans la chronologie de la négociation, ce qui est souvent surprenant, c'est que le contrat, il intervient après que chacun se soit choisi. Parce que souvent, on gagne le projet, on est dans cette période euphorique où ça va être super, et parce qu'on ne se connaît pas encore. Et là arrive le début de la négociation du contrat, où je vais faire un parallèle très maladroit, mais qui pourrait s'apparenter à le contrat de divorce qu'il faudrait négocier au moment du mariage pour prévoir le pire et se dire ok, si jamais ça arrive. Mais on le négocie quand même à un moment où on n'imagine pas du tout que les clauses qui sont mentionnées dans le contrat vont arriver. Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs effectivement un bon parallèle. Le contrat de mariage, c'est bien ça. On est en train de dire ce qui peut se passer si on se sépare. Là, c'est pas forcément que ça. Effectivement, ça peut être simplement aussi de se dire ce qu'il peut se passer si... Parce que, par exemple, un contrat, ça va être aussi intéressant de prévoir dedans s'il y a besoin de réorienter le projet, comment on fait. Ça va être aussi la façon de mettre en place le suivi du contrat. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre que, justement, on n'arrive jamais au litige. Et si on ne se l'est pas dit avant, en fait, est-ce qu'ils vont avoir vraiment les ressources pour faire le comité de pilotage quand il faut, comme il faut, etc. Et puis, le mode, effectivement, de contrat, ça compte beaucoup. Et donc, c'est vrai que ça vient après s'être choisi parce que, normalement, ça ne doit pas être un problème. C'est-à-dire la négociation du contrat. Donc, quand on arrive comme avocat pour rédiger le contrat, c'est bien ça. Normalement, on est là pour rédiger. Donc, on n'est pas du tout là pour remettre en question le choix qui a été fait. Voilà, on peut conseiller. Et là, les deux avocats peuvent très bien aller dans le même sens parce que ça va être dans un sens de la précision ou voilà. Mais c'est vrai que ça vient après, mais ça ne doit pas être conflictuel, la négociation du contrat. Et aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment parce que on voyait tout un peu... Enfin, encore une fois, l'avocat, c'était quand même surtout quelqu'un qui faisait du contentieux. C'était quand même notre métier de départ. Voilà. Avant qu'on soit rejoint déjà par les conseils, donc il y a des années 90, donc déjà, autre mentalité quand même. On a ces deux professions qui se rejoignent. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a ces procédures très longues. Donc, on a une autre façon de penser. Et cette façon de penser, donc de concilier quand ça ne va pas, on la retrouve, je trouve, maintenant au moment de la négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de négocier un contrat en entendant que l'autre en face, ça ne sert à rien de lui tordre le bras, à le forcer à faire ça. On va entre guillemets, le payer après parce qu'il ne sera pas capable, parce que on sera allé trop loin. Et donc, aujourd'hui, ça devrait, en tout cas, encore moins qu'avant, cette phase de négociation ne doit pas être conflictuelle.
Pour le vivre, généralement, c'est des juristes qui se parlent à des juristes et les opérationnels sont même plus dans la boucle. C'est-à-dire, je sais pas ce que tu en penses, Fred, mais généralement. Mais ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, on est là pour traduire l'opérationnel. Un service juridique qui vient à contre-coup et en fait, qui lui est très très loin des opérationnels. Et du coup, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Ils font leur vie. Ça, je pense que c'est notamment dans les grosses structures où en fait, on a. Malheureusement, on a des juristes qui n'ont pas forcément de marge de manœuvre sur leur modèle de contrat. Donc, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, on a des contrats. Déjà, quand ils font 80 pages, même quand on est l'auteur du contrat, on n'a pas envie de le relire. Hein. Donc, voilà. Donc, on a surtout ça. quand vous êtes une petite structure en face, quel est votre pouvoir de négo oui, sur et ces puis aussi, quel est le budget que vous avez envie d'allouer quand vous avez déjà, effectivement, et ça vient après avoir répondu à un appel d'offres ou autre chose, donc on a budgété quelque chose. Évidemment, on n'a pas envie de passer la moitié du budget à faire relire le contrat par Oui, et puis on se retrouve quand même dans une situation où on a effectivement fait une avant-vente, gagné un projet, alors pas complètement, et en fait, le prestataire veut surtout pas perdre le projet juste pour des raisons contractuelles. Donc, généralement, il cède. Il cède sur beaucoup de choses parce que, moi, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas aller au bout faire un projet parce que le contrat, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Comme disait Anne-Julie, il cède, mais c'est facile parce qu'en fait... quand bien même ils voudraient appliquer les clauses du contrat, en fait, ça marche jamais. Parce que je veux dire, les pénalités qu'ils veulent te mettre, en fait, à la fin, tu pourras jamais les payer. Donc, c'est de la protection virtuelle, en fait. Exactement. La question des pénalités, elle est intéressante pour ça parce que, bien sûr, sur le principe, on va être côté client. Je vais vous dire, il faut prévoir des pénalités, mais en pratique, les pénalités, est-ce qu'on va les appliquer le moment venu parce que ça tend quand même un peu les relations, on est en cours de projet, voilà. Si l'autre partie veut pas les régler, on fait quoi ? On fait une procédure en parallèle du projet. Et en plus, est-ce que c'est vraiment le bon message ? Est-ce que c'est quand même est-ce que c'est la meilleure façon de motiver l'autre partie à revenir dans les délais, etc. Si on commence à ajouter des pénalités. Alors moi, je sais que depuis plusieurs années, sur le sujet des pénalités, j'essaye systématiquement de proposer un système de bonus-malus qui a systématiquement été refusé. Et c'est dommage, parce qu'un contrat, ça devrait être quelque chose d'équilibré et d'accepter le fait qu'un prestataire peut être défaillant parfois, parce que oui, c'est la vie et qu'on est des hommes, mais que quand il fait mieux que ce qui est prévu au contrat, il y a un système d'équilibre. Et ça ne passe jamais. Je trouve ça très intéressant, en tout cas. Avant peut-être de revenir dans les clauses et ce qu'il faut qu'on mette dans le contrat, moi, je voudrais juste savoir, aujourd'hui, est-ce que c'est plus utile de faire un contrat sur le développement de l'application ou l'exploitation, la partie un peu plus maintenance, qui sont parfois, quand on signe un premier contrat, on ne revoit pas forcément celui de derrière. Qu'est-ce qui est finalement le plus important aujourd'hui, c'est de sécuriser le build ou le run, quoi. Alors, les deux. Moi, je trouve absolument faire les deux. Moi, je trouve, ce ne sera sûrement pas l'avis d'Anne-Julie, mais le build, c'est tellement fumeux ce que tu t'es mis d'accord avec le client pour construire. En fait, il n'y a aucun contrat de build qui protège le build, à mon sens. Alors, en gros, c'est tellement compliqué. Tu t'es mis d'accord sur un périmètre, un budget, et tu vas essayer d'arriver à sortir le truc, qu'en fait, même si tu n'es pas au budget et tu n'es pas au délai, en fait, si tu veux, c'est tellement flou à la base que faire un contrat très carré pour ça... Même si c'est pas flou, hein. Mais même si la demande est très précise, c'est très difficile de faire un contrat et de penser à tout dès le début, avant de faire le même. Autant sur la maintenance, je trouve que tu peux arriver à cadrer les choses. Oui, parce que c'est beaucoup de méthodologie. C'est beaucoup de méthodologie. Autant sur la phase de construction de l'application, moi je trouve que les contrats, ils sont très compliqués à mettre en place. Oui, mais alors on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais pour moi il y a quand même deux niveaux de contrat. Il y a la partie contrat cadre où là on va lister toutes les clauses qui sont très transverses et qui concernent les entreprises en elles-mêmes, de clauses de non-sollicitation, de responsabilité. Et puis après, les contrats qui sont plus des contrats de prestation, là, on va parler du build et du run, mais c'est plus des contrats opérationnels. Et là, on va décrire la prestation de manière Moi, je pense que le fait que ce soit flou, ça n'empêche pas nécessairement de faire un contrat, parce que tout n'est pas flou. Donc, il y a des choses qui seront déjà claires. Donc, effectivement, ça peut prendre la forme d'un contrat cadre. Ça peut prendre aussi la forme d'un contrat dans lequel on se dit qu'on va se revoir régulièrement pour, que ce soit par sprint ou je sais pas, revoir un peu où on en est, réorienter, etc.
Mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Et à la limite, plus c'est difficile et plus c'est flou, plus il faut le faire sur le reste pour que finalement, il n'y ait plus qu'un flou qui est effectivement la partie technique et pour moi, la partie calendaire, c'est le truc le plus... Que là, on ne peut pas prévoir, mais on aura pu prévoir le reste. Et sur un contrat de build, c'est hyper important d'avoir un contrat parce qu'il y a une vraie question de propriété intellectuelle. Donc, effectivement, je pense que Fred a raison. Moi, je pense toujours le contrat cadre, il est toujours fait avant. Peut-être que tu as une question sur les différents types de contrats, non, Camille ? Eh ben, on peut y aller. C'est quoi les différents... Enfin, finalement, si on peut peut-être émettre un petit peu de conseils, c'est quoi les différents types de contrats Enfin, comment est-ce qu'il faut se bâtir ? Est-ce qu'il faut forcément faire un contrat cadre ? Est-ce que c'est la bonne manière de le faire ou pas ? Le contrat cadre, en fait, il y a je vois 2 hypothèses surtout dans lesquelles il peut être mis en place. Il y en a une, c'est le prestataire à qui on fait appel régulièrement. Donc, plutôt que de refaire des contrats à chaque fois qu'on fait appel à lui, on fait un contrat cadre dans lequel on définit toutes les conditions qui sont générales à l'ensemble des prestations qu'on lui confie. Et puis, au cas par cas, quand on fait appel à lui, on ne définit plus que les conditions spécifiques. Quelle date, quel coût, etc. Et l'autre cas, c'est effectivement les contrats de développement, de build, où là, en fait, on ne sait pas tout à fait où on va, donc on n'est pas capable de tout définir tout de suite. Donc, on va faire un contrat cadre dans lequel on dit qu'on va travailler ensemble et la façon dont on va travailler. Et puis, au fur et à mesure, on va faire contrat d'application ou de vie, ça peut être l'un ou l'autre, ou conditions particulières, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Pour à chaque fois qu'on va avoir un nouveau développement, une nouvelle fonctionnalité dans le développement. Si on devait faire un listing des choses qu'il faut absolument mettre dans un contrat, ou en tout cas auxquelles il faut vraiment, vraiment faire attention, par ordre de priorité, c'est quoi qui vous vient en tête en premier ? Et après, j'ai fait une liste, je vous aiderai. Mais c'est quoi la première chose ? Tu parlais de propriété ? La propriété intellectuelle, je pense que c'est le premier sujet à qui ça appartient. Et le deuxième sujet que moi je vois, et que c'est le seul qu'on relie vraiment, c'est tout ce qu'ils appellent les pertes d'exploitation. Enfin, qui va payer s'il y a les dommages directs et dommages indirects sur la clause de responsabilité. La responsabilité, c'est les clauses qu'on regarde parce que c'est là où il peut y avoir des impacts. Mais après, c'est Anne-Julie, je pense qu'il y aura un bien meilleur avec nous. Oui, alors après, moi je vois aussi un peu la nature de l'obligation, c'est-à-dire que est-ce que vous vous engagez à ce qu'on appelle une obligation de résultat ou est-ce que vous obligez à une obligation, vous obligez au titre d'une obligation de moyens, de meilleurs efforts, parce que ça c'est très important. Il faut savoir ce que vous êtes capable de vendre aux clients. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, évidemment, il y a la propriété intellectuelle. La confidentialité, ça dépend du projet, mais ça reste nécessaire d'avoir une clause confidentialité. Elle sera plus ou moins développée. Mais aujourd'hui, on a aussi des clauses par rapport à l'arrivée de l'IA sur la confidentialité. Quand vous utilisez l'IA pour faire un projet, on vient un petit peu renforcer ce qui peut être utilisé pour alimenter l'IA. Donc, des choses comme ça. Et après, évidemment, les clauses responsabilité et garantie sont 2 choses différentes. Responsabilité, ces clauses, elles vont servir à plutôt essayer de limiter la responsabilité du prestataire quand on est prestataire et l'étendre quand on est côté client. Et donc, il y a notamment la question de tout ce qu'on appelle dommages indirects. Il faut savoir qu'en droit français, le principe, c'est pas la réparation des dommages indirects. Le dommage indirect, c'est perte d'exploitation, perte de client, perte d'image de marque, etc. C'est pas le principe. Et donc, ce sont des clauses qu'on va voir une responsabilité qui s'étend aux dommages indirects, souvent dans les contrats de grands groupes. Ça, c'est des clauses qu'il faut refuser. C'est pas le principe. Et il n'y a pas... Non, mais vraiment, il faut pas hésiter parce qu'on va vous dire, mais on ne la retire jamais. Si, c'est même pas le principe du droit français. Donc, n'allez pas jusque-là. À eux de prendre l'assurance qu'il faut. Mais voilà. Et la clause de responsabilité, on peut encore plus la limiter. Par exemple, mettre un montant maximum de... Qu'est-ce que tu mets derrière la clause de responsabilité ? Clause de responsabilité, c'est de dire si prestataire, je commets une faute, un manquement, et que ça entraîne un dommage pour le client, quelle est ma responsabilité ? Donc, on a les principes, on va dire, de droit des contrats. Et dans cette clause, on va dire je suis responsable, mais on va essayer de la limiter. Par exemple, je suis responsable, mais à condition que le client m'ait donné tous les éléments nécessaires en temps et en heure.
je suis responsable, mais je n'irai pas au-delà d'un certain montant, par exemple 1 fois, 2 fois, 3 fois le montant de la prestation ou le montant de mon assurance. L'exclusion des dommages indirects. On peut aussi dire, si vous avez des dommages, je vous donne un délai pour venir chercher ma responsabilité. Voilà ce qu'on va trouver dans cette clause. Juste, Camille, pour les dommages indirects, pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément clair. Et Anne-Julie me corrigera, mais c'est l'idée de dire si vous faites un bug dans le logiciel et que ce bug engendre des problématiques dans l'entreprise, par exemple, ils perdent des ventes, du coup, ils pourraient se retourner contre le prestataire en disant les ventes perdues, c'est de la faute de votre bug, donc vous devez nous les payer. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ça le problème, c'est les conséquences du problème que vous auriez créé vous, et pas seulement le problème en question. Et là-dedans, moi, je me pose la question du devoir de conseil. Parce que finalement, en tant que prestat informatique, tu conseilles quand même tes clients. Et en fait, jusqu'à où tu portes la responsabilité du conseil? Parce que finalement, à un moment donné, tu as aussi une part où toi, tu donnes ton avis sur quelque chose. Le client acquiesce ou pas. Est-ce que ça, on peut réellement le quantifier, entre guillemets, par écrit ou pas, quoi? Ça, c'est un beau sujet devant les tribunaux, l'obligation de conseil. Jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on met derrière cette obligation de conseil? Parce que, justement, un client va pouvoir dire « mais c'était votre conseil, votre obligation de conseil de me dire de ne pas faire ça au moment où je vous ai envoyé mon cahier des charges et qu'effectivement, il n'était pas réaliste, par exemple ». Mais donc là, encore une fois, le contrat va avoir son importance parce qu'on va définir dans le contrat ce qu'on entend par obligation de conseil. Et dans le contrat, on va dire précisément, si à un moment je donne un conseil sur ce point-là, ça n'est pas engageant, mais sur ce point-là, ça l'est. On va pouvoir moduler un petit peu en fonction de ce qu'on est capable de faire pour que cette obligation de conseil, ça soit plus clair ce qu'on met derrière. Et c'est marrant parce que 90% des projets qu'on récupère, c'est le devoir de conseil, la première chose que nous disent les clients. Mais en fait, la société avec laquelle je travaille, ils ne nous conseillent jamais rien ou ils nous conseillent des... Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais souvent, ils nous disent « ouais, mais ils ne sont jamais force de proposition. » Ils ne sont pas proactifs. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment ce devoir de conseil qui est critiqué. Mais par contre, je pense que c'est un sujet effectivement un peu épineux parce que je pense à tout ce qui est attaque cyber, par exemple. Jusqu'où va le devoir de conseil? Dire qu'un client qui va se faire attaquer parce que tu n'as pas mis à jour ou tu as une faille que tu n'as pas corrigée, jusqu'à quel point c'est ta responsabilité qui peut coûter... Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est du direct ou de l'indirect, mais qui peut coûter extrêmement cher chez un client. Ouais, mais tu vois, quand tu écoutes avec les prestataires, ils disent oui, mais nous on fait pas le conseil. Enfin, on a fait le conseil, mais ils n'ont pas écouté. Tu vois, personne n'est vraiment d'accord sur entre le client et le prestataire sur le conseil en tant que tel. C'est-à-dire que peut-être que le prestataire a évoqué qu'il fallait le mettre à jour, mais le client il n'a pas entendu ou il n'avait pas le budget. Ouais. Et du coup, en fait, là, il y a un devoir de conseil qui est flou. Tu vois. Après, plus que le conseil, c'est la question de la responsabilité. Et du coup. Moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'il y a des documents annexes au contrat dans le terme d'une prestation, genre le plan d'assurance qualité, qui fixe énormément de choses au point de vue des responsabilités. Et est-ce que ces documents-là peuvent être potentiellement annexés au contrat ou avoir une valeur juridique qui complète celle du contrat, ou alors on ne les prend pas en compte en cas de conflit? Oui, on les prend en compte et c'est très bien de les avoir. En plus, moi, j'aime bien avoir ces documents parce que ça permet de vraiment... que le contrat, le corps du contrat en lui-même, ça soit vraiment le juridique. Donc, on sépare les sujets et en annexe, on a la partie technique et qui d'ailleurs, pour le coup, là, c'est vraiment vous qui allez bâtir ces annexes. C'est beaucoup plus technique que juridique, mais ça va bien faire partie du contrat. On va bien dire d'ailleurs dans le contrat que les annexes, elles en font partie. On peut faire des hiérarchies après entre le contrat, les annexes, certaines annexes, etc. pour savoir dans quel ordre tout ça... Parce qu'il y a beaucoup de... parce que ces documents, ils sont écrits par des gens qui sont non juridiques, puisque c'est écrit par nous. Oui. Et moi, je me demande toujours à quel point c'est pas en contradiction. Alors, on les relit quand même. Alors, avec notre... Bon courage. Avec notre compétence toute limitée en informatique, mais on va dire on arrive à voir souvent quand même s'il y a des incohérences. Et dans le doute, on va dire que le contrat prime. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais effectivement de revoir les contrats régulièrement. Moi, c'est une clause que j'ai jamais vue, la clause de revoir le contrat, à part en renouvellement de marché. En fait, le contrat, il est enterré. Par contre, effectivement, sur les plans d'assurance qualité, il y a une clause qui dit que à tous les comités de pilotage, on doit se poser la question de est-ce qu'il doit être mis à jour ou pas. À ce moment-là, il y a quand même une responsabilité qui est grande, vu que ça peut prendre dessus par rapport au contrat, quoi.
Oui, mais en même temps, c'est nécessaire parce que j'imagine que quand vous faites cette mise à jour, c'est parce que vous êtes aperçu qu'en pratique, il fallait que ça soit autrement. Il y a une raison. Il y a une raison. Et quand je disais revoir le contrat, c'est pas tant revoir le contrat, lui, il bougera pas. C'est se revoir pour adapter certains points et certaines conditions du contrat. Donc, effectivement, ça peut être souvent, d'ailleurs, moi, ce que je vois, c'est que le plan qualité, il n'est pas défini au moment du contrat et on se donne même un délai pour le définir. Parce que, en fait, c'est nécessaire pour qu'il soit adapté et conforme à ce C'est un document qui sera plus vivant que le contrat, quoi. Tu parlais de cyber et tout ça tout à l'heure. On met systématiquement dans les contrats des notions d'hébergement. Aujourd'hui, et de localisation de données, c'est important de le mettre noir sur blanc aujourd'hui. Alors, c'est important dans certains contrats. Oui, aujourd'hui, c'est important parce que ça rejoint la question des données personnelles, notamment. Donc, on est un peu obligé pour ça. Dès lors que l'hébergement peut se passer hors zone UE, forcément, il faut le préciser, il faut encadrer. Ça vient allonger l'annexe RGPD. Voilà, donc on est obligé d'en parler et après, sinon on va en parler plus au niveau peut-être des SLA ou des choses comme ça parce que en fait le contrat avec l'hébergeur va souvent déterminer certains engagements qui vont être pris sur... C'est vrai qu'on n'a pas parlé des SLA, mais dans les maintenances, je pense que c'est un truc à regarder absolument. Alors moi je suis très partagé. Ouais, je suis très partagé parce que depuis 20 ans que je fais ce métier, je les ai jamais vus appliquer. Et j'ai vu des menaces d'application, j'ai vu des... Là, tu parles des pénalités, mais les SLA, je prends en compte ton ticket en 2 heures et je le résous. Oui, mais ça, c'est... Oui, mais à quel moment on t'a dit, celui-ci, il n'est pas pris en 2 heures, il a été pris en 3 heures, et du coup, je déclenche quelque chose. Je trouve ça intéressant de les prévoir pour dire, globalement, quel va être le niveau de réactivité du service. Objectif. Mais dans la vraie vie, quand il y a un bloc bloquant, tu es censé le prendre en 2 heures, et tu le prends en 2 heures, mais que le truc est hyper compliqué et que tu mets 4 heures, en fait, en vrai... personne n'appliquera jamais rien parce qu'en fait il y a une réalité technique non, des choses. Non, mais vous êtes donné une référence. C'est exactement ça. Et après, je pense que ça c'est l'objet aussi du contrat que de dire une fois qu'on l'a mis par écrit, on est un petit peu plus engagé que quand on s'est juste dit les choses ou voilà. Et donc ça permet de dire on a ce niveau effectivement d'engagement, c'est la référence. Ouais, c'est la cible. Donc, tu peux voir les dégradations. Tu peux voir les dégradations, mais il y a une réalité technique. C'est-à-dire des fois il y a des bugs que tu peux pas résoudre dans le temps imparti pour plein de raisons là-dessus. Et en fait ce que regardent les clients, c'est plutôt ton délai de je m'en occupe vraiment du problème. Voilà. Et ça je trouve c'est bien de le penser, mais je veux dire de là à appliquer des pénalités, moi je les ai jamais vues parce qu'en fait, quand le client veut mettre des pénalités, autant dire qu'il charge un nouveau prestataire. Parce que quand tu commences à mettre des pénalités, c'est fini, quoi. C'est plié, quoi. Je veux dire. Oui, ce que j'allais dire, parce que c'est toujours un sujet, quand même, le sujet des pénalités. Moi, franchement, je suis la plus vieille de la table et en 25 ans d'informatique, j'ai jamais vu un client les appliquer. Alors, je crois qu'on a eu cette conversation. Mais je crois que c'est un sujet de juriste. Enfin, tu vois, plus que de l'application en soi-même, de se dire, mais s'il se passe quelque chose, on peut avoir les pénalités financières. Enfin, oui, alors cadrer les pénalités financières. Si jamais, mais moi, on a passé beaucoup de temps à les négocier, ça c'est sûr. Ouais, parce que je te disais plus à des négociations, mais à les appliquer, jamais. Ouais, après, je pense qu'il y a pénalité, effectivement, sur les taux de service, pénalité sur le retard d'une prestation. Et là, on est sur deux choses très différentes parce que les décalages de calendrier dans ce domaine-là, c'est vrai que ça peut arriver. Et puis, si on commence à faire les pénalités, voilà. Donc, souvent, moi, je les prévois dans les contrats parce que, par exemple, on a plusieurs échelons et que mon client ayant lui-même un donneur d'ordre qui a mis des pénalités dans le contrat, il faut bien les répercuter parce que, voilà, notamment dans les marchés publics ou autres. Donc là, on les met toutes ces pénalités de retard. Après, il y a les pénalités sur les SLA. Là, et pour le coup, sur l'hébergement, par exemple, on a un taux de disponibilité. Ça, c'est des choses qu'on peut réclamer parce que c'est le seul engagement, en fait. Donc, c'est entre guillemets un peu de la... Enfin, généralement, les pénalités d'hébergement, elles sont capées au prix de l'hébergement et du coup... Quand on les applique vraiment, on va gagner 50 balles. Non, mais c'est presque automatique. Ils les déduisent sur l'abonnement du à la fin, t'as pas gagné suivant. Bon, c'est pas... Mais par contre, c'est des discussions un peu animées. Et à contrario, est-ce qu'il y a des clauses qu'on déconseillerait de mettre dans un contrat ou qui servent juste à rien? Que parfois vous voyez des choses. Moi, ce que je peux voir de clauses où, par exemple, si je prends un contrat qui a été rédigé sur
par le client avec des modèles ou j'en sais rien. Ça Sur va être ChatGPT. sur ChatGPT. Moi, je pense que c'est toutes les clauses qui sont imprécises et pas claires. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment se poser la question quand il y a un engagement qui est posé, si il est bien défini et si le niveau d'engagement est bien défini. Donc, des clauses qui seraient entre le juridique et le technique, souvent, c'est là où... C'est pour ça que je préfère qu'on sépare le juridique et le technique, parce que sinon, on fait des clauses où, là, on ne sait plus très bien ce qui a été prévu. Mais sinon, pas forcément de clauses. Après, c'est un peu toujours les mêmes clauses. Dans un contrat, on va retrouver une structure un peu partout pareil. Mais par contre, moi, je trouve ce qui est très dommageable au contrat de manière générale, c'est que c'est tellement... déjà, c'est très verbeux. Et du coup, nous, par exemple, on l'explique jamais à nos équipes. Parce que déjà, on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est vrai que les équipes, on leur retranscrit jamais cette information. C'est-à-dire que le contrat, il est connu par les 2 personnes qui l'ont négocié. Et après, il est, comme dit Grégory, il est enterré là-dessus. Et je pense qu'il y aurait un besoin de simplification. C'est le but, normalement. C'est-à-dire qu'en contrat, après, ça dépend. Non, mais c'est illisible, Julie, honnêtement. Ah oui. Non, Et puis, franchement. honnêtement, Pour le commun des mortels. Ah ouais. Non, mais ça dépend avec qui on travaille, mais quand tu travailles avec un groupe international, ça nous est arrivé, le contrat, il est envoyé tel quel, on comprend ce qu'on comprend, on ne sait pas de quel droit ça relève parce que c'est une boîte américaine. Et d'ailleurs, ça va être ma question. Et Ouais, je la baisse, celle-ci, je la gardais. Tu la gardes d'un côté ? Vas-y, allez. Et le moindre changement là-dedans, c'est impossible. Enfin, je me souviens d'un contrat où ils nous demandaient une RC Pro avec des montants astronomiques parce que la boîte est astronomique. Nous, on faisait un truc, mais minuscule dessus, genre une prestation de conseil. Enfin, pourquoi on va mettre ça, quoi ? Et ils en dérogeaient pas. Non, mais Pour eux, c'était comme ça, c'était réglé, quoi. Alors oui, ces contrats-là, c'est vrai qu'ils sont illisibles et parfois même pour nous, d'ailleurs. Parce que... Ça me rassure dans un sens. Et souvent, c'est des choses, on a l'impression qu'ils ont ajouté. Chaque fois qu'il y a une réglementation, donc maintenant, on a des clauses anticorruption qui font 3 pages, des clauses pour l'export ou des choses comme ça. On se retrouve, c'est pas du tout adapté parce que là, c'est une prestation de service et on a l'impression qu'on est en train de vendre quelque chose dans un pays, voilà. Et donc, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, souvent, plus le groupe est grand, plus on va avoir des modèles figés, en fait, avec peu de marge de manœuvre. Donc, on va entendre, non, ça c'est... et c'est là où il faut, effectivement, on est obligé de se concentrer sur l'essentiel, parce qu'en réalité, on peut toujours faire changer un contrat, ça c'est... Mais l'effort... Voilà, non, mais les efforts, et de dire, bon, après... évidemment, vous allez devoir arbitrer entre votre souhait d'aller au bout avec ce client parce que ce client est intéressant et céder sur certaines choses. Mais il y a certains points où il ne faut pas hésiter à leur dire non, mais ça, ok, c'est dans votre modèle type, on sait bien, mais c'est non et il n'y a pas de raison que ça passe pas. Maintenant, ça ne peut pas être une revue intégrale du contrat. Eux non plus, ils n'ont pas le temps et ni la marge de manœuvre de le faire. Et c'est là où il y a une décorrélation aussi entre la partie opérationnelle et la partie juridique dans ces boîtes. C'est que ce type de contrat, souvent, ils sont tellement longs à mettre en place que ça va mettre 6 mois. Et en fait, pendant 6 mois, nous, on a fait quasiment la totalité de la prestation. Parce que le client, il voulait vite. Du coup, moi, j'ai souvent signé des contrats à prestation terminée. Et voilà, prestation terminée, on va signer le contrat. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, on annule tout. Alors là, c'est un risque est pris par l'un et l'autre, j'ai envie de dire, parce que après, à vous de voir, parce que évidemment, mon conseil ne peut être que de ne pas commencer la prestation avant le contrat. Mais après, est-ce que, en fait, d'avoir fait ça, et notamment selon ce que vous avez gardé, que ce soit en code source, je sais pas, voilà, éléments, est-ce que ça va vous permettre de mieux négocier ou moins bien négocier ? Il faudra, voilà, ça moi, doit j'ai être pris en une question. J'ai une question. Je trouve qu'il y a un truc, mais je comprends pas l'intérêt, c'est qu'en fait, ils nous font signer des clauses qui sont déjà des trucs qui sont couverts par le droit général, a priori. Genre, ne pas le droit de faire travailler les enfants ou ne pas le droit de faire de la corruption. Alors, on signe des pages de ça. Mais pourquoi ? Je veux dire, de base, on n'a déjà pas le droit de travailler les enfants. Parce qu'ils sont contrôlés qu'un contrôle, que ce soit par l'administration, une autorité, voilà, ça dépend des domaines, des GCCRF, la CNIL pour les données personnelles. Première chose qu'elle va faire, c'est regarder les écrits, en fait. Donc, elle va regarder les contrats. Est-ce que vos contrats sont bien aux normes ? Et donc, on met ces clauses qui sont effectivement des clauses travailler les enfants, c'est évidentes. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, c'est déjà illégal. Pourquoi ça devrait être précisé dans le contrat ? Moi, je comprends pas. Si tu signes des contrats IT dans un contexte international, c'est peut-être pas mal de le préciser.
Parce Ouais, qu'on je n'est sais. jamais sûr, effectivement, de ce que fait le prestataire. Tu Ça, vois, tu c'est- peux délocaliser C'est dans des sous-traitance. pays où... Ouais, mais du coup, typiquement, dans le ce cas-là, travail dissimulé, alors dans votre domaine, c'est moins peut-être le Ouais, dans ce cas, cas-là, mais pourquoi on travail écrit- dissimulé, pourquoi on- il suffit de faire mais travailler pourquoi on écrit- quelqu'un qui n'a pas de contrat. Pourquoi on n'écrit pas qu'on n'a pas le droit de tuer des gens dans ce cas-là? Mais je veux dire, c'est déjà... non, mais- Eh ben, c'est peut-être Oh, la le prochaine provoque. phrase. Non, mais c'est déjà illégal. Enfin, tu veux dire, pourquoi tu as besoin de préciser des trucs qui sont déjà illégaux? Moi, j'avoue, Oui, mais je pense comprends que pas. le droit que- français... Oui, mais là, parce que tu raisonnes en droit français, mais j'imagine que Il y a un peut-être des gros... endroits où on peut tuer des gens, tu vois, je sais pas. Non, mais faire travailler les enfants, je pense qu'il y a certains pays où c'est moins évident que dans le droit français. En fait, Ah, ça permet. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, quand aux États-Unis, on nous fait signer des choses à la sortie de l'avion. On là. n'est pas Voilà. terroriste. C'est l'idée de dire qu'on l'a mis par écrit. Et le jour où il y a. Bon, déjà, ça donne le droit de faire des audits, puisqu'on a prévu que vous n'aviez pas le droit de le faire. Donc, on peut venir chez vous, regarder que vous ne fassiez pas travailler les enfants. Vous le faites, bon, c'est simple, le contrat s'arrête. Ça simplifie la discussion. On a une clause qui, par ailleurs, dit que ça fait partie des manquements qui permettent de mettre fin au contrat tout de suite, sans délai, sans juge. Effectivement, comme tu dis, moi, ce que j'allais dire, on voit des clauses qui complètent en fait des trucs qui sont interdits légalement, genre le travail dissimulé. Effectivement, on n'a pas le droit. Et en fait, dans les contrats, parfois, on a une clause qui dit vous paierez des pénalités si jamais il y a du travail dissimulé, quoi. Ah oui. En plus. J'ai Je jamais sais pas, vu hein, moi ça. je l'ai vu, mais Alors qu'on n'a déjà pas le droit à la on base. n'a déjà pas le droit. Mais en plus, tu payes des pénalités en disant j'ai fait du travail dissimulé, donc je vous paye un truc, quoi. Ouais, Je sais pas si c'est voilà, possible c'est ou pas, créatif, mais hein, le c'est contrat, créatif. finalement. Attends qu'on peut récupérer un peu d'argent. Alors du coup, moi, ma deuxième question, qui est la même que Grégory, c'est que quand on est avec des clients français, on fait des contrats français. Donc ça, c'est à peu près clair. Mais quand on est avec des clients internationaux, on signe des contrats où on sait même pas où est la juridiction. Et ça, moi, je comprends rien à ça. Genre là, mon contrat, je parlais d'un contrat où c'était avec des Kenyans et une autre entité en Afrique et une entreprise française. J'ai signé un truc, je sais pas ce que j'ai signé, honnêtement. D'où, encore une fois, l'importance du contrat, parce que le fait d'avoir mis des choses dans le contrat, ça fait qu'on ne s'en tient pas que à la loi qui est applicable, puisque, alors là je parle du droit français, mais le droit français dit très clairement que le contrat, c'est ce qui fait la loi entre les parties. C'est comme ça qu'on le présente. Donc, si on a un contrat, normalement, s'il y a un litige, le juge, en premier, ce qu'il va regarder, c'est le contrat, avant même d'aller regarder la loi. C'est d'abord le D'accord. contrat. Donc, ça permet, quand on ne connaît pas la loi d'un pays, et ça peut arriver très souvent, dès qu'on est hors UE, c'est compliqué, de au moins savoir à peu près à quoi on s'engage, puisqu'on l'a mis dans le contrat. Et puis c'est vrai que depuis le début de ce podcast, on ne parle que des contrats de prestations IT, mais c'est vrai qu'on pourrait parler des contrats de licence d'éditeurs logiciels qui vont contractualiser avec des clients finaux. Et là, pour le coup, le truc est inversé en termes de pression, puisque souvent c'est les éditeurs qui Bien ont la sûr. main et les clients qui plient. Et c'est vrai que le contrat, il est négocié au niveau monde. Oui, tout à fait. Donc, Mais du coup, s'il y avait un procès, ça serait dans... Moi, je pense que c'est plus ça le problème, plus que la loi applicable, parce qu'encore une fois, on aura le contrat, on peut s'y rattacher. C'est plutôt la juridiction en cas de litige. Parce que imaginer aller se défendre à l'autre bout du monde dans une loi qui n'est pas la nôtre, avec des Face à un conseils. éditeur qui est 250 fois plus grand oui, que et nous. puis à Voilà. l'éditeur, on est sur le droit d'usage, donc Ouais. c'est quand même Sachant très différent que- d'un pays ouais, à l'autre. Il faut quand même savoir que, je le dis, les avocats français sont, je pense, les moins chers du monde, parce que à peu près pourtant, tous ils sont les déjà très chers. voilà, donc c'est vous dire. Donc aller prendre un conseil, mais il faut imaginer ce que ça peut être aux États-Unis, Ah oui, c'est en ouf. Angleterre, mais pareil. Et en plus, c'est une procédure où on va vous dire qu'il se passe ci, ça, mais vous n'avez aucune maîtrise, c'est pas votre droit, c'est pas votre juridiction, c'était tout très loin. Alors, ce qu'on avait fait un temps, c'était l'arbitrage. Dès qu'on était en contrat international, on se disait, au moins, et c'est vrai, on pouvait trouver ce qu'on appelait une loi neutre, suisse ou belge. Et puis, ça se passait, ou Singapour aujourd'hui. Donc ça peut être une solution. L'arbitrage est censé être plus rapide, il y a la confidentialité, il n'y a pas d'appel, ça veut dire que c'est la décision, on s'arrête là. Mais c'est très, très, très coûteux. L'arbitrage, c'est vraiment... Donc, il faut aussi se poser la question, selon les contrats, s'il y a un arbitrage qui est prévu, ça sera juste dissuasif. Ça signifie simplement que vous n'irez jamais demander ce qui vous est dû. Nous, on a le cas, c'est-à-dire que des fois, il y a, sur des prestations, des toutes petites prestations où il y a un litige, où on devrait réclamer de l'argent et on sait qu'on a raison de le réclamer,
ben, en fait, dans la vraie vie, on n'attaquera jamais parce que le prix de l'attaque est supérieur au montant que je pourrais récupérer. Donc, on abandonne, quoi. Mais c'est ça, certain. je pense que dans le monde des affaires, c'est tout le temps. C'est tout le temps, mais presque. Enfin, là, c'est un exemple où c'est embêtant, c'est vous qui pouvez pas y aller, mais inversement, devant les juridictions françaises, ça coûte rien de la signer devant une juridiction. Le coût de la justice ne coûte rien, vraiment, par rapport à ce que ça représente derrière les juges, toute la mécanique, etc. Aujourd'hui, quelqu'un peut assigner devant un tribunal pour une somme, je vous dis, c'est rien, c'est 100 €, le coût de l'assignation délivrée par l'huissier, et puis c'est encore la même chose en frais de justice, et pour une procédure qui n'a pas du tout lieu d'être, et donc on demande dans ces cas-là ce qu'on appelle des dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'on n'obtient quasiment jamais, et qui en plus souvent sont annulés en appel, on va dire. Donc voilà, on a aussi l'autre aspect à l'excès, où on se retrouve en France, où typiquement on sait qu'on peut assigner pour gagner du temps. Ah oui. Pourtant, si je pose une dernière question, je dis surtout pour les DSI peut-être de PME, de TI qui nous écoutent, admettons, ils contractualisent avec nous, avec une autre boîte, en tout cas de prestataires informatiques. Est-ce qu'on se dit que c'est plutôt eux qui doivent apporter leur contrat, ou est-ce qu'ils doivent accepter finalement le contrat du prestataire ? Comment est-ce que... Enfin voilà, si on peut donner un conseil, est-ce qu'il vaut mieux que la boîte cliente se protège avec son propre périmètre contractuel ? En fait, il n'y a pas de règle. Souvent, c'est, entre guillemets, la plus grosse des deux entreprises qui a celle qui a investi le plus en amont. qui a son contrat ou son modèle. Évidemment, le conseil, c'est quand même d'avoir vos propres modèles et d'essayer de les proposer, parce que c'est comme pour les SL et tout ça, ça va servir de référence. Donc, quand on va négocier, on va discuter, on va partir d'un point de départ qui vous va mieux. Et donc, on va pouvoir accepter des modifications et sans trop s'éloigner. Alors que si on part du contrat de l'autre, on ne va pas pouvoir l'amener forcément jusqu'où on voudrait. On va faire plus de concessions, c'est certain. Ensuite, d'avoir son modèle, c'est aussi un message qui est passé, de dire je suis structuré, je connais cette question et je m'y intéresse. Donc, même si, in fine, ce n'est pas votre modèle, et puis le client vous dit non, mais moi, je vais utiliser le mien, vous aurez montré que vous en avez un. Et le dernier intérêt, c'est qu'on a, en droit français, une notion qui est le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Et donc, ça a été instauré pour sanctionner, en fait, justement les clauses qui seraient trop déséquilibrées à la faveur d'une partie. Et donc, ça permet d'annuler la clause. Et en fait, le fait de donner votre modèle, ça va permettre de montrer que vraiment ce qu'on vous a demandé de faire, c'est très éloigné de ce que vous étiez prêt à faire au départ ou ce que vous faites dans votre contrat. Et ça pourrait aider, en fait, à faire valoir, s'il y a un problème, que vous avez signé, mais qu'en fait, cette clause, elle allait trop loin, en fait. Autre question, des fois, on signe des contrats en anglais. Est-ce qu'on peut signer un contrat anglais sur un truc français, ou il faut que les contrats ils soient en français pour un droit français ? En fait, vous allez avoir à le traduire si vous allez en justice, parce que le juge pourrait accepter éventuellement le contrat en anglais, mais c'est tout. Hein. Donc, vous pouvez signer, c'est souvent le cas maintenant, même entre sociétés françaises, on voit des contrats en anglais parce que le groupe est à l'international et qu'il faut que tout le monde puisse en prendre connaissance. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Et le tribunal compétent, il y en a un qui perd quand il dit ok, je vais chez vous. Si je suis à Paris et le client est à Marseille, la logique voudrait que ce soit Lyon. La logique. C'est ta logique, ça. Non, la logique en droit français, c'est doit être le tribunal de l'un ou l'autre. Le principe, quand rien n'est prévu, c'est le tribunal du défendeur, avec quelques, en plus, règles. Donc, en matière de prestation de service, sinon, ça serait aussi le tribunal du lieu de la prestation.
Et puis sinon, c'est effectivement à mettre dans le contrat. Après, je pense que... Oui, parce qu'on l'écrit dans le contrat. Si jamais il y a litige, le tribunal compétent sera le tribunal de Boulogne-Billancourt. Ouais. Ce qui n'est pas forcément un problème à partir du moment où ça va être, je dirais, une grande ville, parce que les litiges à Haïti, c'est quand même complexe. Dans une grande ville, il y a beaucoup de juges au tribunal de commerce. Peut-être que du coup, les dossiers vont être attribués à quelqu'un qui aura quand même une compétence dans cette matière, ce qui peut aider. Oui. Je me pose toujours la question de est-ce que le contrat protège réellement quelque chose quand on a une grosse boîte face à une petite. J'ai l'impression que les grands ont toujours l'avantage sur les petits et peuvent les faire piller quoi qu'il arrive par, je sais pas, des procédures ou je ne sais quoi. Et qu'en fait, les petits gagnent jamais. Je dis pas ça parce que je suis pas très grand, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport de force que le contrat ne peut pas protéger dans ces cas-là. Ils peuvent te noyer sous la procédure. Ouais, c'est ça. Oui, après, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne va pas empêcher. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les moyens à tous les niveaux, ressources humaines, financiers, autres, effectivement, de faire, de multiplier les procédures ou de faire ce qu'il faut. Donc, ça protégera forcément moins. Maintenant, et puis pareil, si le contrat n'a pas été bien négocié, mais c'est là que, pour le coup, on peut retomber un peu sur des dispositions légales qui vont venir un peu essayer de rééquilibrer ce qui a été déséquilibré par le contrat ou par le fait que l'autre partie est trop importante. Le juge va être quand même capable de se dire ça c'était irréaliste, ça a été demandé. Et c'est là que ça peut être intéressant de quand même dire quand vous acceptez un contrat, d'envoyer un mail en disant c'est pas notre politique, c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Essayez quand même de le discuter, même si vous savez qu'in fine, ça sera peut-être pas accepté, mais montrez que c'était pas votre souhait de départ, que ce n'était pas, que c'est difficile pour vous de l'accepter. Ça permet aussi, au moment où il y a un litige, de le rappeler et de dire on a déjà fait un effort là, on peut pas en refaire un là, ou voilà. Il faut tout tracer. Oui, et de la même façon que ce qui est très important, parce que c'est vraiment les litiges dans ce domaine-là et dans beaucoup, ou tout ce qui est aussi travaux, tout ça, c'est vrai, souvent sont des matières dans lesquelles on est obligé de rajouter des prestations en cours de route ou refaire des choses. Et ça, c'est pareil, on a le contrat, il faut refaire un écrit tout le temps en disant sous quelles conditions ces prestations s'ajoutent, et notamment budget supplémentaire, parce que ça, c'est une grosse partie des litiges. Oui, complètement. Merci à tous pour l'éclairage sur le sujet, et particulièrement à Anne-Julie. Ça me fait penser que j'ai oublié de faire l'instant doudou en plein cours de podcast, donc on va le faire maintenant. Anne-Julie, bon, ça va être plus notre domaine, mais est-ce que tu as du coup un souvenir à nous partager aujourd'hui de ton rapport avec l'informatique, ou de quelque chose qui t'a marqué avec l'IT ? Oui, du coup, je me suis dit que j'allais vous partager mon premier souvenir d'informatique, donc mon premier ordinateur. Donc, je suis allée creuser dans les archives familiales. Enfin, plutôt, j'ai appelé ma mère. On n'a pas réussi à déterminer quelle année c'était, mais ça devait être première moitié des années 90. Je crois que c'était un Amiga. Je n'y connais pas grand-chose, et voilà. Et donc, je me souviens d'avoir eu cet ordinateur, et c'était une révolution pour nous, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir. Et on avait, en tout et pour tout, 2 jeux dessus. Un jeu JO d'hiver avec biathlon et saut à ski. et un jeu Terminator 2, parce que c'était un peu le film de l'époque. Voilà. Et donc c'est un bon souvenir, parce que ça rappelle aussi cette époque où on se voilà, c'était des révolutions pour nous. Enfin, c'était énorme d'avoir un ordinateur chez soi et d'imaginer ce qu'on pouvait faire avec. Il fallait imaginer, hein. C'est vrai que à cette époque-là, les jeux vidéo, il fallait avoir beaucoup d'imagination pour savoir que 3 pixels, ça représentait un skieur. C'est ça. Voilà, avec joystick et tout. Non, mais voilà, donc c'est des bons souvenirs. Mais c'est vrai que tout c'était. Je pourrais partager aussi. Première téléphone, tout ça, c'est vrai que c'est des choses où je pense que ça faisait plus
des faits à l'époque. C'était. Ça faisait plus rêver que maintenant, quand on change une brique pour une autre brique, le téléphone qui est la même. Ouais, c'est ça. Belle révolution. Merci à Julie de nous avoir partagé ça. Avec plaisir. Pour clore le podcast, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a un coup de cœur, coup de gueule Moi, je peux, toujours. Vas-y, Philippe. Moi, je vais faire un coup de cœur, coup de gueule. C'est le coup de gueule. J'étais sûr que tu ne déciderais pas. Si je peux tout faire, non mais ce sont les deux différents. Alors je vais faire un coup de cœur parce que pour le coup, je vais faire un lien avec l'IA. Pour le coup, je trouve que moi je me suis pas mal servi de l'IA pour comprendre des clauses juridiques. Alors peut-être qu'il m'a expliqué des trucs faux, mais au moins ça m'a permis de lui envoyer une clause que je comprenais pas et de lui dire explique-la pour un enfant de 6 ans. Et il l'explique et du coup moi ça m'a permis de comprendre des choses que je n'avais absolument jamais compris. Peut-être que j'ai compris un truc faux, c'est toujours le problème de l'IA. Et le deuxième chose, c'est un coup de gueule de la même manière, c'est qu'aujourd'hui on a des clients qui nous envoient des exigences de contrat qui sont ni plus ni moins que des copier-coller de ChatGPT, de dire qu'est-ce qu'il faut absolument que je demande à mon prestataire informatique, et du coup on se retrouve avec des pavés de clauses, déjà on ne sait pas si elles veulent dire quelque chose, et en plus quand on les discute avec le client, en fait on s'aperçoit qu'il ne sait pas non plus ce que ça veut dire, et que du coup ça génère une inflation de discussions souvent inutiles. Voilà, donc c'était mon petit lien avec... Alors, moi j'ai une petite anecdote sur l'IA comme ça, sur un contrat. J'ai fait passer un contrat dans l'IA en lui disant de me le résumer et de me faire ressortir tous les délais contractuels qu'il y avait. Et il m'en a imaginé certains qui n'existaient pas et qui n'étaient pas du tout dans le contrat. C'est le risque. Voilà, donc faut faire attention avec ça. Il imagine de temps en temps des trucs en se disant tiens, ça irait bien avec. Et du coup, pour Anne-Julie, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez des... On en discute à la machine à café juste avant de démarrer le podcast. On est obligé d'ouvrir sur ce sujet. C'est un vrai sujet. Alors nous aussi, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que nous aussi, on va se mettre à l'utiliser parce que de toute façon, c'est un outil. Donc voilà. Et donc là, nous aussi, on rencontre les décisions inventées. C'est formidable, hein. Ça va tout à fait dans notre sens. C'est vraiment ce que tu avais envie d'entendre. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Bon, dommage, elle n'existe pas en réalité. Et puis l'autre chose, c'est effectivement les clients. Et là, ce que je disais à Camille, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme on s'est retrouvé au début de Google Search, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a les contrats, les clients qui vont l'utiliser pour être un peu plus informés, comprendre le sujet, on va pouvoir échanger et ça va être finalement très bien. Et on a ceux qui vont faire leurs recherches, prendre pour acquis ce qu'ils vont trouver, première recherche, voilà. Et là, on rame un peu parce qu'il faut qu'on revienne sur pédagogie. C'est un peu comme le médecin qui vient avec le gars qui explique qu'il avait un cancer parce qu'il a diagnostiqué. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est que du coup, donc je racontais à Camille, j'ai eu un retour par exemple sur un contrat que j'avais fait avec du coup plein de commentaires, de questions. Mais en fait, c'était pas du tout adapté à l'entreprise, à l'activité. Donc j'ai dit, moi, je veux bien y répondre, mais on va passer vraiment beaucoup de temps. Ça n'a rien à voir. Pour rien. Donc voilà, je pense que c'est comme tout, faut qu'on le côté s'adapte. Explicité, je trouve ça, mais même pour le médical, pour un truc, des fois tu lui envoies un truc de vulgariser en mode, voilà, il y a beaucoup de mots. Dans le juridique, il y a quand même beaucoup de mots qu'on comprend pas. Et du coup, c'est bien d'avoir un gars qui te les explique avec des mots. Mais je pense que ça, c'est une question aussi qui est intéressante. C'est-à-dire, dans les contrats, moi, du coup, je l'entends. Je pense que j'essaye de faire des contrats qui sont compréhensibles. Et il faudra le faire encore plus. Parce qu'en fait, ce contrat, comme vous dites, il n'est pas à destination des juristes. En fait, il est à destination des opérationnels. Donc, il devrait être compris avant tout par ceux qui vont s'en servir au quotidien. Donc, il faut qu'on simplifie. Je veux dire, on a du vocabulaire juridique, mais... on peut très bien dire les choses autrement. Alors, on a évolué, parce qu'avant, c'était pire, je pense. Non, mais je pense que ce qui rend très compliqué, c'est les tournures de phrases. En fait, vous avez une manière de parler qui, par exemple, dès le début du contrat, on dit... je sais pas quoi, est le client, est le prestataire, est le machin. Quoi ? Et désigner le client. Et désigner-le. Et du coup, après, dans ta tête, quand tu lis le contrat, t'es obligé de faire alors, du coup, c'était lequel, lui ? Qui est prestataire de qui dans ce contrat ? Tu vois, alors, moi, c'est vrai, mais on peut très bien mettre le nom des parties. C'est ce qu'on fait parfois. Ça serait tellement plus simple. Qui est le client prestataire. En tout cas, l'idée, c'est de pas... Pourquoi on fait ça ? C'est parce que... parfois ça change 3 fois d'intitulé. Alors la prestataire ça va, mais parfois on a client, parfois on a donneur d'ordre, parfois on a maître d'ouvrage, parfois on a, et puis à la fin on sait plus du tout de qui on est en train de parler en fait.
C'est juste pour avoir vraiment essayé de définir au maximum pour que un terme soit toujours utilisé pour la même chose. Mais on pourrait très bien mettre le nom de l'entreprise. Oui, non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que déjà, quand dans les contrats, tu ouvres, il y a 3 pages de définition. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont encore imprimés, les contrats, c'est pour que tu aies tes pages de définition à côté et que tu puisses lire le contrat d'un autre côté. Mais bon, il y a du progrès quand même, on peut le noter. Merci à tous. Du coup, et encore une fois, un grand merci à Anne-Julie d'être venue aujourd'hui démystifier un petit peu tous les contrats. On espère à tout le monde, ceux qui nous ont écoutés, qui ont tenu jusqu'au bout, que ça aura pu un petit peu vous aider, vous faire comprendre un petit peu plus de choses. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous. Salut. Salut, merci.